Le sujet que je vais aborder dans cette vidéo est un sujet extrêmement compliqué à aborder puisqu'il s'agit de la pédocriminalité, de la pédophilie et de l'éphébophilie. C'est une vidéo que je vais faire en deux parties. Dans cette première partie, je vais faire une revue de ce livre qui est un livre de sociologie par l'auteur Pierre Verdrager qui s'appelle L'enfant interdit, comment la pédophilie est devenue scandaleuse, que j'ai résumé pour faire cette première partie de vidéo. Et la deuxième partie, ce sera une analyse un peu plus personnelle du contenu disponible actuellement au moment où je filme cette vidéo. Donc on est au mois d'août 2020 et que l'on peut retrouver librement sur internet du contenu média qui soit par écrit, soit par vidéo YouTube, soit par émission télévisée, dans lesquelles en fait on peut voir à quel point la pédocriminalité est banalisée, voire même d'une certaine manière justifié, mais comme ça risque d'être assez long, j'ai décidé voilà de faire ça en deux parties. Donc vraiment cette première partie ce sera vraiment juste une revue de ce livre et je pense que dans la foulée je posterai la deuxième partie. J'ai plusieurs choses à dire avant d'entrer dans le vif du sujet. La première c'est que cette vidéo est démonétisée comme la deuxième partie puisque le sujet est beaucoup trop sensible pour que ça puisse être le cas. Du coup je t'invite vivement à partager le plus possible ce contenu puisqu'il risque d'être mal référencé dans l'algorithme YouTube et encore plus à cause du sujet. Donc vraiment je compte sur les personnes qui voient cette vidéo pour qui ça c'est important et à qui ça apporte quelque chose de vraiment faire en sorte que ce que je vais raconter soit relayé. La deuxième chose que je voulais dire c'est que les deux parties de cette vidéo m'ont demandé énormément de travail, qu'il soit du travail en termes de temps ou du travail émotionnel. C'est assez lourd à aborder comme thématique, j'y ai passé énormément de temps, non seulement dans la préparation, la lecture, mais aussi dans le tournage et le montage de ces vidéos là. Et donc si c'est dans tes capacités et si tu en as envie, tu peux aller faire un tour sur mon Utip pour me soutenir financièrement puisque c'est du temps que je passe à travailler qui ne sera pas rémunéré et qui me tient énormément à cœur. Malheureusement j'ai appris récemment que Utip ne proposait plus la rémunération par le visionnage de publicités, ce qui m'emmerde assez parce que ça faisait quand même partie d'un morceau de mes revenus et du coup voilà c'est un peu un coup dur à encaisser quand t'es créatrice de contenu ou créateur de contenu sur internet, que tu veux pas être un panneau publicitaire ambulant et que les seuls moyens que tu as d'avoir de l'argent sont limités. Donc bref, tout ça pour dire que si mon travail te paraît utile, pertinent, intéressant, qu'il t'a apporté d'une manière ou d'une autre et que tu as envie de m'aider financièrement, ce serait vraiment gentil d'aller faire un tour sur mon Utip. Voilà, maintenant que tout ça est dit, je vais rentrer dans le vif du sujet. Il est possible que tu aies déjà entendu un parallèle douteux entre la pédophilie et l'homosexualité, qui aujourd'hui serait perçu comme un parallèle extrêmement homophobe, mais qui est quand même ressorti parfois lors de certains débats houleux avec des personnes extrêmement anti-LGBT justement, qui essayent de justifier la restriction de nos droits en faisant justement le parallèle entre nos orientations sexuelles LGBT et la pédophilie. À titre personnel, j'ai moi-même déjà pu entendre un argument de ce genre lors d'une conversation à propos du mariage LGBT, qui en Suisse n'est pas encore légiféré, je tiens à le rappeler, et cette personne me disait qu'en gros, si on laissait les homosexuels se marier entre eux, et bientôt on allait permettre aux pédophiles de se marier avec des enfants, en faisant illusion au fait que la pédophilie serait une orientation sexuelle au même titre que la bi, pan, homosexualité, etc. Ce parallèle ne vient pas de nulle part. Historiquement, il a eu une place assez conséquente dans certains mouvements des années 1970 et 1980. Et justement, Pierre Verdrager, dans ce livre L'enfant interdit, fait une analyse de cette époque dans un contexte français, même si d'autres pays sont concernés, et il essaye en gros d'expliquer pourquoi est-ce que dans ces années-là, il y a eu des mouvements assez conséquents qui ont essayé de justifier, voire même de valoriser la pédophilie, et surtout il analyse pourquoi ces mouvements ont fait face à un échec cuisant. Et donc il y a énormément de références historiques, de références scientifiques en tout genre. C'est un livre très très dense, assez difficile à lire pour les personnes qui ne sont pas forcément initiées à la sociologie, mais c'est pourquoi je fais cette vidéo, justement pour que ce soit peut-être un peu plus accessible. Déjà pour une mise en contexte, il faut savoir que les années 60, 70, 80 sont globalement des années dans lesquelles il y a eu une très grande libération des mœurs en général en Europe. On a souvent entendu parler de mai 68 qui concerne énormément d'enjeux politiques différents, mais ce qu'il faut comprendre en gros c'est que énormément de mouvements de personnes opprimées
minorisés et discriminés dans la société se sont mis en lutte, se sont révoltés contre le système, ont lutté pour leurs droits, ont essayé de faire accepter leur existence dans la société. Je tiens à rappeler quand même que cette période-là n'est pas la seule pendant laquelle on a pu voir des soulèvements révolutionnaires de minorités opprimées, mais la particularité de mai 68, c'est qu'il y avait vraiment un mouvement général avec un tas de causes qui se faisaient entendre en même temps, comme par exemple la cause antiraciste, la cause féministe, la cause antivalidiste, la cause LGBT, etc., etc. Donc il y a vraiment eu un mouvement général de libération des mœurs, notamment dans le domaine de la sexualité, avec les luttes LGBT qui visaient à faire accepter d'autres types de relations amoureuses et sexuelles dans la société à ce moment-là. Et donc les militants pédophiles, puisqu'ils se considéraient comme tels, ont profité de ce mouvement général de soulèvement populaire pour se mettre dans la masse et considérer que leurs conditions étaient équivalentes à celles des autres groupes opprimés, en partant du principe qu'ils étaient discriminés dans la société, qu'on restreignait leurs droits et qu'ils avaient, comme les homosexuels, les femmes, les personnes racisées, etc., le droit de revendiquer leur existence en expliquant en gros que ce qu'ils faisaient n'était pas mal en soi, qu'au contraire c'était une bonne chose pour la société et pour les enfants, et on va voir quels étaient les arguments utilisés. Donc vraiment, mai 68, c'était une époque dans laquelle on a tout remis en question, toutes les traditions passées ont été remises en question, et le passage de la page 25 l'illustre bien en disant que la prison, l'armée, l'asile psychiatrique, l'autorité, l'éducation, la famille, les normes, les rapports hommes-femmes, la sexualité, l'homosexualité, tout devait être remis à plat et repensé. Pour beaucoup, tout paraissait ouvert et disponible au changement. Et si justement, encore aujourd'hui, on entend des personnes faire des parallèles entre la pédophilie et l'homosexualité, c'est parce que historiquement, ce parallèle a vraiment existé, mais dans un tout autre but qu'aujourd'hui, puisque à l'époque de ces mouvements de mai 68, certains, et je dis bien certains mouvements LGBT, considéraient que les pédophiles faisaient partie de leur cause, en partant du principe qu'ils étaient dans la même souffrance que les personnes LGBT, que leur orientation sexuelle n'était pas comprise comme celle des personnes LGBT, qu'ils avaient le droit de revendiquer plus de place, plus d'acceptation dans la société, et donc certains, et je répète certains mouvements, notamment des mouvements homosexuels, ont rallié la cause pédophile à leur mouvement, et c'est pour ça qu'on fait souvent cette association entre homosexualité et pédophilie. Sauf que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce parallèle à ce moment-là servait à justifier des droits aux pédophiles, servait à valoriser la pédophilie, alors qu'aujourd'hui, et on va voir pourquoi il y a eu ce basculement, aujourd'hui quand quelqu'un fait ce parallèle, c'est justement pour restreindre les droits des personnes LGBT. Donc en fait, il y a un même argument qui a été utilisé d'une manière inversée avec le temps, et on va voir justement qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce basculement. Si j'insiste autant sur le fait qu'il y a une minorité de mouvements LGBT qui ont rallié la pédophilie à leur cause, c'est parce qu'ils sont loin d'être les seuls groupes sociaux à avoir banalisé la pédophilie à ce moment-là. Donc c'est une partie du problème, mais c'est loin d'être la seule, et on va le voir pourquoi. Un fait très important à garder en tête pour le reste de la vidéo et de l'analyse, c'est que lorsqu'on regarde les chiffres en termes de dynamique de genre, on se rend compte que l'écrasante majorité des prédateurs sexuels pédocriminels sont des hommes qui s'attaquent à des fillettes. Mais il existe aussi un nombre incalculable de victimes qui sont des petits garçons, et ces victimes-là sont tout autant à prendre en considération que les petites filles, bien évidemment. Il existe aussi évidemment des pédocriminels qui sont des prédatrices, des femmes, mais à nouveau, ces tendances globales peuvent nous aider à comprendre certaines dynamiques dans la société et savoir pourquoi elles existent et d'où elles découlent. Et pourquoi je tiens à préciser justement le fait que c'est souvent des hommes adultes qui s'attaquent à des petites filles, c'est justement pour montrer que au-delà de cette minorité de mouvements LGBT qui cherchaient à rallier les pédophiles à leur cause, il y a d'autres mouvements qui n'ont rien à voir avec le mouvement LGBT, qui voulaient justifier la pédophilie et qui n'avaient rien à voir avec une quelconque notion LGBT, qui au contraire justifiait les relations pédophiles à travers des rapports hétéronormés, mais ça je vais l'expliquer plus tard dans la vidéo. Donc en gros, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas nier, absolument pas, le rôle qu'ont eu ces minorités de mouvements LGBT, et j'insiste sur le mot minorité parce que c'est très important.
mais il y a aussi d'autres causes qui ont créé cette cause générale pédophile, et on va voir comment, pourquoi et qui était concerné par ces revendications-là. L'auteur s'attarde sur deux courants théoriques qui ont pris beaucoup d'ampleur à cette époque-là. Le premier courant théorique, c'est celui de Marx en termes de critique de la domination de manière générale, et le deuxième courant théorique, c'était celui de Freud par rapport à la sexualité des enfants. La théorie de Marx, à propos de la question de la domination, a été utilisée par les pro-pédophiles pour dire qu'en gros, les enfants étaient sous le joug des adultes, ce qui n'est pas faux, puisque nous vivons dans une société dans laquelle les rapports entre âges, en effet, créent des dynamiques de pouvoir et de domination, donc en soi, jusque-là, c'est vrai. Sauf que les pro-pédophiles utilisaient l'idée comme quoi les enfants étaient dominés par les adultes pour justifier l'abolition de cette domination en disant qu'en gros, il fallait libérer les enfants du joug des adultes. La théorie de Freud, quant à elle, a été utilisée pour dire que les enfants vivaient dans une inhibition de leur sexualité, c'est-à-dire qu'on les restreignait, on les limitait dans l'expression de leur sexualité. Et donc la théorie de Freud a été reprise par les pro-pédophiles pour dire qu'en gros, si les enfants étaient dans l'inhibition de leur sexualité, il fallait leur permettre de l'exprimer, et quoi de mieux que de relationner avec des adultes pour exprimer cette sexualité. Donc ça, c'était les deux arguments théoriques croisés qu'utilisaient les pro-pédophiles pour justifier leur cause. Alors Pierre Verdrager relève 5 arguments pro-pédophiles extrêmement utilisés à l'époque. Le premier, c'est que on disait en gros que les enfants et les adolescents étaient profondément beaux, comme s'ils avaient une aura angélique, quelque chose d'extrêmement pur et magnifique qui nécessitait d'être explorée, puisque une telle beauté ne pouvait pas être cachée, ne pouvait pas être restreinte, ne pouvait pas être limitée. Et de ce fait, on essayait de justifier l'attirance sexuelle envers les enfants et les ados en disant que s'ils étaient si beaux, si attrayants, si magnifiques, c'est bien parce qu'ils doivent susciter de l'attirance sexuelle. Donc ça, c'était le premier argument. Deuxième argument qui était beaucoup utilisé, c'est l'idée comme quoi la pédophilie pouvait être bénéfique pour la société entière. Alors on va s'attarder sur cet argument plus loin, mais je vais passer aux autres arguments avant parce que je dois un peu plus détailler celui-ci et ça vaut la peine qu'on s'y attarde. Le troisième argument utilisé, c'est l'idée comme quoi la définition d'un enfant, c'est assez flou au final. À partir de quel moment un enfant n'est plus un enfant, à partir de quel moment un enfant peut commencer à avoir une sexualité, et donc comme on partait du principe que la définition d'un enfant était floue, et la définition de la pédophilie était floue elle-même, et à partir de ce moment-là, on pouvait jouer justement sur ces limites qui n'étaient pas très claires pour dire qu'en gros, elles n'avaient pas de sens et qu'elles n'avaient pas lieu d'être. Le quatrième argument extrêmement utilisé pour les pro-pédophiles était de dire que les pédophiles étaient un groupe opprimé, persécutés de la même manière que l'étaient les sorcières à une certaine époque, voire même les juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, et pour ça je vais te lire un extrait pour que tu vois plus clair. Donc on peut lire à la page 28, les défenseurs de la pédophilie affirmèrent donc la chose suivante: ceux qui aujourd'hui condamnent les pédophiles sont les mêmes que ceux qui hier persécutaient les communistes, emprisonnaient les avorteuses, combattaient la masturbation ou encore brûlaient des sorcières. La comparaison qui revient également très souvent fut celle qui assimilait les pédophiles aux juifs. Le rejet des pédophiles était censé s'apparenter à la persécution des juifs, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est sans doute cette proposition d'équivalence qui a été le plus fréquemment mentionnée, car elle était particulièrement spectaculaire et potentiellement efficace. Du coup, on peut voir avec ces passages qu'il y avait vraiment une instrumentalisation de ces faits historiques pour justifier leur cause. Ça, c'était un argument qui était extrêmement ressorti. Quand on lit le livre, on le voit à quel point il est rebalancé à toutes les sauces. J'étais très choquée de voir ça, mais ça a bel et bien existé. Et le cinquième argument qui était ressorti très fréquemment, c'était donc celui du parallèle avec l'homosexualité. Donc à travers les luttes LGBT, on essayait de justifier la pédophilie, et c'est ce dont on parle globalement dans cette vidéo depuis le début. Et c'est comme ça, avec ce mouvement de révolte générale, ces arguments qui sont ressortis fréquemment, que l'on a pu voir l'émergence d'une presse, de magazines, de radios, d'associations, de partis politiques et de différents mouvements pro-pédophiles, parfois associés aux luttes homosexuelles, d'autres fois pas, mais de manière générale, un tas de ressources qui étaient librement accessibles à tout le monde, qui étaient diffusées au grand public, qui parlaient de pédocriminalité en toute tranquillité. Il y a eu aussi une tentative de légitimation à travers le mot pédérastie, qui concerne l'époque de la Grèce antique, puisque lorsqu'on fait référence à une pratique qui date d'il y a des millénaires, on part du principe que du coup elle est légitime, alors qu'en fait ça veut rien dire. C'est pas parce qu'il y a une pratique qui a été faite à l'Antiquité qu'aujourd'hui elle a encore sa place, mais on a
utilisé cet argument pour dire qu'en gros les Grecs le faisaient avec les pédérastes qui initiaient les jeunes adolescents à la sexualité et les enfants, et donc si les Grecs le faisaient à l'époque antique, et ben nous aussi. Alors maintenant on va parler politique, et on va parler pôle politique, puisqu'on peut se demander, mais du coup c'était une question de gaucho, puisque la question de la libération féministe, antiraciste, etc. c'est plutôt des questions qui concernent la gauche, mais alors la droite dans tout ça, est-ce qu'elle est concernée? La réponse est oui, un grand oui même, et on va voir pourquoi. Ce qui est vraiment intéressant quand on lit le livre de Pierre Verdrager, c'est qu'on se rend compte que autant l'extrême gauche comme l'extrême droite ont utilisé des arguments qui étaient totalement opposés, mais avec exactement le même objectif, c'est-à-dire légaliser la pédophilie. Pour la gauche, comme on l'a vu, le but c'était de remettre en question le rapport asymétrique entre enfants et adultes, en disant qu'en gros il n'y avait pas de raison qu'il y ait ce rapport de domination, les enfants ne doivent pas être minimisés dans leur sexualité, et donc pour gommer cette asymétrie, il faut qu'on permette aux enfants d'avoir des relations amoureuses et sexuelles avec les adultes. Donc pour la gauche, l'argument c'était vu qu'on est égaux avec les enfants, on doit pouvoir avoir les mêmes pratiques. Le but était donc pour la gauche de l'époque de rendre l'enfant le plus autonome possible pour le mettre sur un même pied d'égalité que les adultes. Par contre, si on regarde du côté de l'extrême droite, on utilise un argument complètement opposé, mais le but est le même, c'est-à-dire justifier les relations pédocriminelles, puisque dans l'extrême droite, on pouvait entendre des arguments qui disaient qu'en gros, oui, il y a une asymétrie entre les enfants et les adultes, et cette domination doit rester une domination et doit rester telle qu'elle, mais c'est justement parce qu'il y a ce rapport asymétrique de domination qu'il est bénéfique pour les enfants de relationner avec des adultes. En gros, leurs arguments, c'était de dire c'est justement parce que les adultes sont supérieurs et ont plus de pouvoir que les enfants devraient avoir de relations sexuelles avec les adultes, puisque les adultes savent ce qui est bon pour eux, les adultes peuvent les initier à une bonne sexualité, les adultes peuvent contrôler leur sexualité, et donc c'est justement parce que les adultes sont dominants que les enfants doivent avoir des relations avec eux, puisque les adultes savent ce qui est bon pour eux dans la sexualité. Donc dans un cas, on veut gommer le rapport de domination entre adultes et enfants, et dans l'autre cas, on veut le maintenir, et on part du principe que même il est mieux, et qu'il est encore plus bénéfique pour les enfants qu'il y ait ce rapport de domination, surtout dans la sphère de la sexualité. Donc moi j'ai trouvé ça assez hallucinant de voir qu'au final, l'objectif était le même, c'était de dire bah, les enfants doivent relationner avec les adultes amoureusement et sexuellement, mais on utilise des arguments qui sont littéralement deux faces de la même médaille, puisque les deux arguments disent exactement l'inverse. Et pourtant, ils cherchent le même objectif. Donc là, on a parlé des associations, de la presse, de la radio, des magazines, des livres, mais il faut savoir que pour que ces livres, par exemple, soient écrits, il fallait bien qu'il y ait des auteurs derrière. Et les auteurs, on en connaît, comme par exemple Gabriel Matzneff, dont on entend parler dans le livre génialissime que je te conseille de lire de Vanessa Springora, qui s'appelle Le consentement. Et au même titre que Matzneff, il y a eu plein d'autres auteurs extrêmement reconnus, avec une grande notoriété, dont on partait du principe que l'écriture était magistrale, que leur art était absolument divin, magnifique, voilà, des personnes qui étaient glorifiées, invitées sur des plateaux télé, desquelles on faisait des interviews, sur lesquelles on écrivait des pages et des pages de presse, qui écrivaient dans le plus grand des calmes leurs relations avec des enfants et des adolescents. Ce qui rendait le mouvement pro-pédophile encore plus crédible, parce qu'à partir du moment où on a des grosses têtes, des intellectuels, des écrivains, des philosophes, des personnes qui sont reconnues dans la société, qui sont invitées partout, et même presque envers lesquelles on pourrait s'incliner tellement ce qu'elles font nous paraît magistral et merveilleux, et ben nous, ça nous arrange, nous, que ces personnes soient de notre côté, puisqu'elles rajoutent encore plus de poids dans notre cause. Donc là, on a déjà tous ces ingrédients pour faire qu'il y ait un mouvement pro-pédophile assez conséquent, même si, je le rappelle, il n'était pas majoritaire et il a fini par s'effondrer, et on va le voir comment. Mais il y a encore un autre aspect à prendre en compte qui, lui, est la légitimation par excellence, c'est le rôle de la science, puisque à partir du moment où la science dit quelque chose, c'est bien qu'elle a raison et qu'on ne peut pas le remettre en question. Et ce qui est assez édifiant pour une personne comme moi, née en 1996 et donc très loin entre guillemets de cette époque, c'est de voir à quel point il y a eu énormément de disciplines diverses et variées qui ont participé d'une manière ou d'une autre à justifier la pédocriminalité, qui aujourd'hui maintenant sont complètement réfutées, mais à l'époque c'était vu comme quelque chose de vrai. Et parmi ces disciplines, on peut retrouver
la psychologie, la psychanalyse, l'anthropologie, la philosophie, la biologie, les sciences sociales, tout. Il y a vraiment eu un tas de disciplines différentes, donc là je les ai pas toutes en tête, mais j'en ai relevé quelques-unes pour t'expliquer en gros qu'est-ce qu'elles disaient. Donc par exemple, un argument qui ressortait dans le domaine de la biologie, c'était que la puberté, ça arrive pas au même âge chez tous les enfants, et du coup s'il y a des enfants qui sont pubères avant les autres, c'est bien qu'ils peuvent avoir des relations sexuelles, et donc si leur corps dit qu'ils peuvent avoir des relations sexuelles, c'est bien que ces relations peuvent être faites en toute impunité et sans problème. La psychologie, quant à elle, partait du principe qu'on pouvait voir chez les enfants une forme d'initiative, une forme d'envie d'avoir ces relations, et donc s'ils ressentent cette envie, c'est bien parce qu'il y a une raison et que ces relations doivent avoir lieu. Dans la psychanalyse, on l'a dit tout à l'heure, mais justement on partait du principe que les enfants étaient dans une restriction de leur sexualité et que donc il fallait justement libérer cette sexualité, notamment à travers le savoir des adultes. Dans les sciences sociales, on a parlé de construction sociale de la famille et de l'âge, en disant que du coup c'était juste des relations intergénérationnelles comme les autres. En ce qui concerne l'anthropologie, on pouvait justifier ça en disant que ça se fait dans d'autres cultures encore aujourd'hui, donc pourquoi pas nous. Et en philosophie, on pouvait voir que la pédophilie serait une forme d'héritage de l'époque des Lumières, avec toute cette grandeur scientifique qui s'est passée, et que donc en fait la pédophilie était un moyen de transmettre cette sagesse à travers les générations avec les enfants via la sexualité. Donc là j'ai cité une courte liste, mais il y a littéralement quasiment toutes les disciplines qui ont joué leur rôle à un moment donné, et j'insiste sur le fait qu'aujourd'hui ces arguments-là ont été revus, réétudiés, et que c'est pas un hasard si aujourd'hui on part du principe que la pédocriminalité, comme son nom l'indique, est un crime et qu'elle n'est pas bénéfique à la société ni aux enfants. Le problème, c'est que des auteurs qui ont écrit des choses très intéressantes et très utiles pour ces disciplines-là aujourd'hui, qui sont valables, parce que ces gens n'ont pas écrit que sur la pédophilie, ils ont écrit un tas de choses hyper intéressantes, hyper importantes, qui ont fait avancer chacune de ces disciplines, et malheureusement ils sont aussi concernés par la question de la pédophilie, comme par exemple Michel Foucault ou Simone de Beauvoir. Alors oui, j'ai grincé fort des dents parce que Michel Foucault, c'est un auteur très important en sociologie qui a écrit des choses extrêmement intéressantes et pertinentes encore aujourd'hui, mais par contre c'était aussi un fervent défenseur des droits des pédophiles, au même titre que Simone de Beauvoir. Et là je cite ces deux noms, mais il y en a un tas d'autres, des auteurs très connus qui ont écrit des choses très intéressantes, très pertinentes, qui sont encore utilisées dans nos cours aujourd'hui, et je pense que c'est important parce qu'on va pas se passer de leur savoir sous prétexte que sur cette question-là on n'est pas d'accord avec eux et puis qu'on trouve que c'était absolument aberrant et dangereux, mais c'est vrai que ça fait un pincement au cœur de se rendre compte que une personne qui a écrit Le Deuxième Sexe et qui a été tellement engagée pour le droit des femmes par exemple, ait signé une pétition pour justifier des crimes pédophiles qui avaient eu lieu à un moment donné. Donc je sais pas exactement quelle pétition c'était, mais il y a eu plein de gens qui l'ont signée. En gros c'était... Alors j'ai retrouvé le passage concernant la fameuse pétition, mais en gros c'était la pétition du 26 janvier en 1977 en faveur de 3 personnes mises en détention provisoire pour attentat à la pudeur sur mineurs de moins de 15 ans. Et donc en fait, il y a eu une pétition pour libérer ces personnes qui étaient en détention provisoire, et cette pétition a été signée par un tas de gens. On peut voir que Louis Aragon, Francis Ponge, Roland Barthes, Simone de Beauvoir, Judith Belladonna. Après il y a un tas de noms que je connais pas du tout. Guy Ockemgem, lui il a eu un grand rôle dans cette militance pro-pédophile. Il y a eu des médecins, il y a eu évidemment Gabriel Matzneff. Il y a eu... il y a eu aussi Griselidis Réal, oh là là, Jean-Paul Sartre. Bon là après les autres noms je les connais pas, mais voilà, il y a énormément de personnes, je sais pas si tu vas voir, mais la liste est longue quoi, ça c'est... Je sais pas si ça va faire le focus, mais voilà, tout ça c'est les gens qui ont signé cette pétition pour justement dire mais non, ces pédocriminels ne devraient pas être enfermés parce que ce qu'ils font n'est pas un crime. Et voilà, comme je l'ai dit, on va pas se passer du savoir de ces personnes-là parce que c'est complètement absurde de dire que tout est acheté alors qu'en fait non, ils ont vraiment fait avancer énormément de choses, mais on peut pas nier le fait que de par leur statut de personnes reconnues socialement ayant une forte notoriété, une forte influence, et ils ont aussi participé grandement à cette expansion du mouvement pro-pédophile à ce moment-là, qui, je le répète, restait minoritaire dans la société de manière générale. Si on s'attarde sur le thème
pédophile, on peut se rendre compte qu'il est composé de deux racines qui viennent du grec ancien, la première étant pédo qui fait référence aux enfants et la deuxième étant le mot phile qui fait référence à une passion ou un amour pour quelque chose. Donc pédophile, amour pour les enfants. C'est pourquoi aujourd'hui on préférera plutôt le terme de pédocriminalité quand on va parler de ce genre de choses, puisque maintenant c'est globalement accepté pour tout le monde que ce sont des relations criminelles, et le mot pédophile parfois peut être un peu difficile à entendre pour certaines victimes, puisque pour elles c'était pas du tout de l'amour dont il s'agissait, et on va voir pourquoi. Donc l'argument de l'amour a été beaucoup utilisé pour justifier la pédophilie en disant que non, les pédophiles n'étaient pas des criminels en soi, mais qu'ils aimaient trop les enfants, qu'ils aimaient beaucoup trop leur compagnie et être avec eux, et qu'ils aimaient leur corps, et donc on peut pas criminaliser de l'amour. Comme le dit l'auteur à la page 74 du livre, il nous dit: le rapport amoureux entre un adulte et un enfant est pour Matzneff, donc là il parle de la pensée de Matzneff, la chose la plus naturelle qui soit. Partout les poètes l'ont célébré, l'adolescent est dans la plénitude de sa beauté, c'est l'âge tentant qu'on a envie de prendre dans ses bras, je ne comprends pas pourquoi tout le monde n'est pas pédophile. Donc ça c'était les mots de Matzneff dits au grand public à l'époque, et donc il y a cette idée comme quoi les pédocriminels en fait sont amoureux de l'enfance et de l'adolescence et qu'à partir de là il n'y a pas de problème. Dans tout ça on a pu voir vraiment un réel mouvement politique se créer, il y a eu des manifestations pro-pédophiles, il y a eu un tas de pétitions différentes pour libérer des pédocriminels de prison, comme on a déjà pu le voir avec la pétition que j'ai citée tout à l'heure, et il y avait vraiment une cause à défendre pour les droits de personnes pédophiles, puisque ils voulaient faire reconnaître dans la loi leur statut de victime. En gros dire, bah nous, pédophiles, nous ne sommes pas coupables d'abus comme la loi le dit, nous sommes plutôt victimes du système et on veut être reconnus comme victimes de ce système. Mais finalement, la lutte pour les droits des pédophiles fut un échec. Et on va voir du coup qu'est-ce qui a participé au fait que ça n'aboutisse pas. La première raison, et je l'ai déjà mentionné plusieurs fois dans la vidéo, c'est qu'il n'y a jamais eu une majorité de personnes qui étaient pour la pédophilie dans la société. Ces mouvements ont pris de la place, se sont fait entendre, ont vraiment empiété sur des plates-bandes assez sérieuses comme la politique, la science, la littérature, etc. Mais globalement, ça n'a jamais convaincu une majorité de personnes. Mais au-delà de ça, il y a une bonne liste, là j'ai répertorié une bonne dizaine de facteurs qui ont fait que le mouvement pro-pédophile a fini par se péter la gueule, et on va voir du coup qui a joué son rôle là-dedans. Donc le premier point que j'ai relevé, c'est les militants LGBT, et plus précisément les militants homosexuels qui s'opposaient déjà de base fortement à la pédophilie et qui ont commencé à manifester ouvertement leur désolidarisation du mouvement pédophile, comme on peut le lire à la page 135. C'est à partir des années 1990 que l'homologie de la pédophilie avec l'homosexualité fut peu à peu abandonnée. Au cours de ces années, l'identité homosexuelle s'est définie de plus en plus consensuellement par opposition à la pédophilie, laquelle devint de plus en plus unanimement un repoussoir. C'est-à-dire que les mouvements LGBT qui étaient déjà de base contre la présence des pédophiles dans leur milieu ont créer clairement une scission, une opposition avec les pédophiles en disant que non, il n'y avait pas de rapport entre eux et les pédophiles, puisque à la différence des personnes LGBT adultes, les pédophiles ne pouvaient pas avoir un consentement éclairé de la part des enfants, et la question du consentement est centrale et est arrivée grâce au mouvement féministe. Comme je l'ai dit, la notion de consentement commence à devenir centrale à ce moment-là grâce au mouvement féministe qui à la base luttait contre la domination masculine et le viol. Et c'est justement grâce à ces mouvements féministes qu'on s'est rendu compte de la dynamique patriarcale qu'il y avait aussi derrière la pédophilie. On peut lire à la page 137, deux autres causes permettent de comprendre pourquoi les féministes ont été hostiles à la cause pédophile. La première fut statistique. L'attrait pédophile semblant bien moins fréquent chez les femmes que chez les hommes, il était logique qu'elle n'ait pas été en première ligne pour défendre cette cause, tout au contraire. La seconde était historique, la division sexuelle du travail domestique assignant aux femmes traditionnellement un rôle de protection des enfants, celles-ci ont été sensibles bien plus que les hommes à cette dimension protectrice. Tout ceci explique pourquoi les féministes ont été particulièrement réticentes à défendre la cause pédophile, ce dont d'ailleurs les pédophiles et gays de sexe masculin se sont plaints régulièrement, parfois avec des accents violemment misogynes. Et ce qui est très intéressant dans l'analyse féministe, c'est qu'on a compris en fait que les femmes avaient été constamment infantilisées dans l'histoire
histoire pour justifier leur soumission en gommant toute caractéristique de maturité, d'intelligence ou de sagesse qu'elles pouvaient acquérir avec l'âge comme n'importe quel autre être humain. Par exemple, il fut un temps pendant lequel on passait de la tutelle de notre père à la tutelle de notre mari, comme si en fait on n'avait plus notre père quand on était adolescente, mais à la place de notre père on a un mari mais qui a le même rôle que son père. Et donc il y a toujours cette idée de statut infantilisant de la femme pour justifier sa soumission. Et c'est là que les féministes ont vu un parallèle avec la pédophilie, puisqu'elles ont remarqué que les pédocriminels qui globalement s'attaquaient à des enfants, que ce soit des petites filles ou des petits garçons, utilisaient la même dynamique, c'est-à-dire qu'ils s'attaquaient à plus faible qu'eux entre guillemets, à des personnes en gros qui étaient réduites à la soumission et à l'immaturité éternelle entre guillemets. Et donc c'est comme ça que les féministes ont vu dans les relations pédocriminelles une dynamique patriarcale et misogyne, même lorsque les victimes sont des petits garçons, puisque les pédocriminels eux-mêmes faisaient souvent des parallèles entre le corps des petits garçons et le corps des femmes qui seraient doux, qui seraient sensibles, qui seraient inoffensifs, puisque, je le rappelle, avant la puberté, les corps, que ce soit des corps de petits garçons ou de petites filles, en tout cas assignés comme tels, ne sont pas différenciables, puisqu'il n'y a pas encore eu de puberté. Et donc, beaucoup de pédocriminels qui s'attaquaient aux petits garçons aimaient aussi le fait que ces petits garçons n'aient pas de caractéristiques masculines, et donc ils les associaient au spectre du genre féminin. Ça ne veut pas forcément dire que les pédocriminels voyaient plutôt des femmes quand ils s'attaquaient à des petits garçons, mais juste qu'il y a un rapport commun dans l'infantilisation et dans la fragilisation de nos corps en tant que femmes et en tant qu'enfants. Toujours dans la lutte féministe, il y a eu une volonté de protéger les enfants, puisque c'était notamment des femmes qui côtoyaient les enfants au quotidien, avec le fait que ce sont elles qui occupaient majoritairement la sphère domestique, et donc ce sont elles qui étaient le plus souvent en lien et en contact avec les enfants et qui ont développé une sorte de volonté de protection de ces enfants-là, puisque c'était elles surtout qui les côtoyaient le plus souvent et qui étaient spectatrices des actes criminels que subissaient ces enfants, et donc qui ont initié la volonté de créer des droits de protection de l'enfance, même si, oui, il a existé des femmes pédophiles, il en existe encore aujourd'hui. À nouveau, on parle de rapport et de dynamique de genre, donc on parle en termes plus génériques, mais ça ne veut pas dire qu'une femme pédophile est moins criminelle qu'un homme pédophile, ça reste tout aussi grave, c'est tout aussi traumatisant pour la victime et ça n'excuse en rien, enfin le genre n'excuse pas le crime, on est bien d'accord, mais on peut pas nier le fait que c'était surtout des femmes qui côtoyaient les enfants et qui ont voulu initier la protection de ces enfants-là, justement, de qui elles s'occupaient quotidiennement. Toujours grâce au féminisme, beaucoup de femmes ont pu avoir accès à des postes à responsabilité qui étaient exclusivement réservés aux hommes à cette époque-là, et donc la présence de ces femmes dans ces postes à responsabilité a permis d'apporter un nouveau regard, un nouveau point de vue, un nouvel argumentaire envers la pédocriminalité, parce que de leur point de vue de femme, comme elles combattaient le viol, comme elles combattaient la domination masculine, elles ont voulu aussi combattre la pédocriminalité, et le fait qu'elles aient ces places-là, dans ces postes-là, a permis à plus de personnes de se rendre compte de la gravité du problème. Il y a eu aussi un mouvement général de libération de la parole, notamment des victimes, et aussi grâce à l'apparition d'internet, ce mouvement a pris une ampleur exorbitante, et on a pu le voir même encore il n'y a pas si longtemps que ça avec MeToo, Balance ton porc, etc. Le fait qu'elles aient pu parler, le fait qu'elles aient pu être entendues, prises au sérieux, a permis de prendre conscience des séquelles et de la gravité de ce qu'elles avaient vécu, et aussi de la difficulté à parler dans un climat dans lequel la pédophilie, la pédocriminalité est si banalisée, et le fait que justement la société gentiment commence à se positionner clairement en disant non mais nous on est contre la pédophilie, on est contre les phébophilies, et ce sont des crimes, ça a permis aux victimes de se dire bon d'accord, alors maintenant je peux parler, parce qu'à l'époque quand personne ne se positionnait ouvertement contre la pédocriminalité, bah, c'était difficile pour elles de pouvoir parler de ça. Tout ceci a mené à l'essor de mouvements pour la protection de l'enfance de manière générale, et donc la prise en considération des victimes d'abus sexuels pédocriminels justement, qui a commencé à prendre de plus en plus de place et qui aujourd'hui est grandement acceptée par tout le monde à peu près, à peu de choses près, je sais qu'il existe des exceptions, et ça d'ailleurs on va le voir dans l'épisode 2, puisqu'on va voir que malgré ce renversement de situation, malgré cet échec du mouvement pro-pédophile, encore aujourd'hui on peut trouver une forme de banalisation de ce genre de relation dans certains cas, et ça ce sera l'analyse du coup de la partie 2. Il y a tout un chapitre aussi qui parle du rôle de l'église là-dedans, de comment elle est concernée, comment il y a des personnes qui ont lutté contre ça, etc. Donc je t'invite vraiment à lire le livre si c'est un sujet qui t'intéresse,
et que tu veux explorer, mais je pouvais évidemment pas parler de tout dans cette vidéo, sinon ça allait être interminable. Mais du coup, oui, il y a eu aussi des milieux religieux qui ont été concernés, et dans ces mouvements religieux, il y a des personnes qui ont lutté contre la pédocriminalité, notamment dans une logique de dénonciation de sectes. Cette première partie de vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardé jusqu'ici. N'oublie pas de faire un tour sur mon YouTube si tu veux et si tu peux m'aider, même ne serait-ce qu'avec 1 €, ça me ferait super plaisir parce que j'ai passé beaucoup d'heures à travailler sur ces vidéos et que malheureusement c'est pas les likes et c'est pas les vues qui remplissent mon frigo. Donc voilà, j'espère qu'elle aura été utile. N'hésite pas à commenter dans la bienveillance et le respect s'il te plaît si ce sujet t'a fait réagir d'une quelconque manière, si tu veux toi-même donner ton avis ou témoigner là-dessus. Et voilà, on se retrouve pour la partie 2. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très très fort.